bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition sur la télé Totalement Vôtre à la une de ce soir. Face à de nombreuses plaintes sur le mauvais accueil des patients dans les services de santé, la ministre de la Santé et du Développement social promet de sévir contre et invite les usagers à dénoncer les mépris des agents de santé. Vous allez découvrir les préventions du ministre dès l'entame de ce journal. Acteur clé de la démocratie, la presse malienne vit une situation particulièrement difficile depuis des années dans notre pays. Et pourtant, les professionnels restent convaincus que les médias sont essentiels à la démocratie. Un reportage à suivre dans ce journal. Un focus sera fait dans ce journal sur ces femmes qui ont décidé de ne pas succomber à la tentation des produits éclaircissants, et ce, malgré l'abondance et la facilité d'accès. Et ces femmes préfèrent aujourd'hui garder leur teint naturel, un choix qui leur évite des maladies graves. Vous allez les découvrir dans ce journal et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. La ministre de la Santé et du Développement social tape du poing sur la table contre le mauvais accueil des patients dans les services de santé. Le médecin colonel Assaba Diallo Touré encourage les usagers des hôpitaux à dénoncer les mépris des agents de santé. Elle promet des sanctions contre les contrevenants. C'était ce matin lors d'un atelier sur l'accueil et l'hygiène dans les services de santé. Maliki Diallo. Elle refuse de lire son discours pour, dit-elle, parler avec le cœur. Face aux médecins, aux directeurs des hôpitaux, aux chefs de service et aux syndicalistes, la ministre de la Santé sonne la fin du mépris envers les patients dans les services de santé. Conformément aux recommandations des États généraux de la santé, cet atelier de recyclage est organisé pour mettre les agents de santé au même niveau d'information sur l'accueil et l'hygiène dans les établissements de santé. Une rencontre qui se veut un dernier avertissement contre le mauvais accueil des patients dans les établissements publics de santé. Quand on est médecin, c'est une profession noble. Celui qui veut être milliardaire là, va vendre les bazars au marché. Ou bien va faire autre chose. C'est une profession, il y a une déontologie, il y a un savoir-faire. Il faut savoir accueillir les patients. Bien sûr, on parle de formation, on va dire formation. Ce n'est pas question de formation, c'est que chacun se responsabilise. Après cette séance d'échange, nous allons utiliser la carotte et le bâton. Que chaque chef de service, que chaque responsable prenne sa responsabilité, sinon on prendra sa responsabilité à sa place. Cet atelier se tient alors qu'une vidéo polémique enflamme la toile. Dans la séquence de quelques secondes, une maman désespérée se plaint d'un pédiatre qui refuserait de s'occuper de son enfant malade. Si la ministre de la Santé n'a pas fait cas de cette polémique, elle appelle tout de même les patients et leurs accompagnateurs à dénoncer les mauvais comportements des agents de santé. Et j'en appelle à tous, aux syndicats, aux usagers, et les dénonciations seront les bienvenues. Toutes les dénonciations seront les bienvenues au ministère de la Santé et du Développement social. Et ce qu'on aimerait, c'est des dénonciations avec des noms, avec des heures et avec des structures. Là où les populations auront fait leur travail et nous aussi, on fera ce qu'on doit faire. Cet atelier était aussi un cadre de proposition de solutions à l'épineuse question d'accueil dans les services de santé. Le président de la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, Ousmane Issoufi Maïga, accompagné des membres de sa commission, a animé ce jeudi matin à la Maison de la Presse une conférence sur l'évolution des travaux de l'élaboration de la future charte. La rencontre a été également l'occasion pour le président Maïga de féliciter la presse pour son appui au processus et l'inviter à s'impliquer davantage pour la vulgarisation de la charte une fois adoptée par les autorités. Bakary M. Sidibé, Montala Ouattara pour le compte-rendu.
Après les membres du gouvernement en début de semaine, la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale était ce matin face aux hommes des médias à la Maison de la Presse. Les échanges ont porté sur l'état d'évolution des travaux de la Charte, mais aussi sur le rôle de la presse dans cette quête de paix et la stabilité. Nous sommes conscients du rôle que chacune de vos organisations joue dans notre société, dans notre pays à tous. Nous restons convaincus qu'à travers vos journaux, radio, télévision et autres, vos contributions seront pertinentes, significatives, pédagogiques, citoyennes et patriotiques, à la hauteur de vos places et rôles au sein de notre nation commune. Une rencontre de donner et de recevoir. Plusieurs questions ont été soulevées par les journalistes, dont la dissolution des partis politiques, les conditions difficiles des déplacés internes. Quant à l'ancrage de cette nouvelle charte, la commission s'est montrée optimiste. Et on a fait appel à l'ensemble de nos concitoyens vivant à l'intérieur comme à l'extérieur. Et lors de la validation des conclusions, nous avons fait venir les représentants de ces camps de ces réfugiés et les représentants de l'ensemble de nos communautés à l'intérieur pour participer aux conclusions. Le dialogue direct a enregistré 3000 recommandations que nous avons analysées et nous avons tiré la substance de synthèse en 300 recommandations qui avaient été lues intégralement sur les antennes de la télévision en face du chef de l'État. Tout en saluant leurs efforts, le président de la Maison de la Presse a rassuré de l'accompagnement des hommes des médias qui est salutaire depuis le début du processus d'élaboration de la charte. Le président a expliqué le rôle central de la presse dans le succès de ce projet. Les uns et les autres ont eu toute la latitude de poser des questions. Et je crois que cela permettra à tout le monde de faire de très bonnes productions. Je vous remercie pour cette mobilisation massive qui, en réalité, doit nous permettre de réussir la mission. Enfin, la commission a rassuré la presse de la prise en compte des préoccupations de toutes les composantes des forces vives de la nation pour faire de cette nouvelle charte un document inclusif pour une paix définitive. Noir et décomplexé. Il y a des femmes qui le sont, et ce malgré l'abondance et la facilité d'accès aux produits éclaircissants sur les marchés. De nombreuses femmes préfèrent aujourd'hui garder leur teint naturel. En plus de garder leur authenticité, elles se préservent des maladies parfois très dangereuses. Notre reporter Binta Oboudogo s'est intéressée à ces dames sans produits ghanéens, comme on aime à le dire, et surtout aux conséquences néfastes des produits éclaircissants. Suivons ensemble son reportage. Avoir un teint naturel est une fierté pour ces femmes qui n'ont pas cédé à la tentation de s'éclaircir la peau. Et c'est là, malgré la disponibilité à moindre coût des produits éclaircissants. Pour elles, le complexe ou encore la mauvaise fréquentation sont les causes principales de la dépigmentation pour certaines femmes. Parfois aussi le cercle amical aussi pousse à la dépigmentation. Si tu suis des amis qui, par exemple, s'adonnent à ce genre de pratique, forcément tu seras obligé de le faire parce que il y a certains, ils n'ont rien d'autre à faire à part des fois te dire, toi là tu es trop noir, hein, la noirade. Donc parfois si tu n'as pas l'esprit très forgé, tu seras obligé de t'adonner à ce genre de pratique vraiment pour te sentir mieux parmi les autres. En effet, en utilisant ces produits, ces femmes peuvent s'exposer à des risques sanitaires. Adjaratou Kone, après des années d'utilisation des produits éclaircissants, a été contrainte d'abandonner à cause des impacts négatifs sur son corps. Bon, lorsque j'ai pris conscience de
de ces inconvénients, des différents inconvénients que la dépigmentation peut apporter à un être humain, et aussi les personnes aussi qui se sont adonnées à ça. Et lorsque j'ai vu le résultat que cela leur a donné, au début c'est un peu joli, mais après ça devient autre chose. Donc je me suis dit, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Déjà je me plaisais bien dans mon teint noir, même si la bouche des gens m'a poussé à m'adonner à la dépigmentation. Je pense que c'est pas nécessaire. Au début tout le monde t'applaudit, mais après tout le monde te fuit. Donc c'est ce qui m'a poussé vraiment à arrêter aussi la dépigmentation et à m'accepter tel que je suis. De l'avis de Dr Binta Keita, dermatologue à l'hôpital de dermatologie de Bamako, l'utilisation des produits éclaircissants ont des effets néfastes sur la peau et peut provoquer de nombreuses maladies. En tout cas, il y a tellement d'effets secondaires dus à cette dépigmentation. Nous avons des conséquences comme l'acné, les boutons sur le visage, qui donnent beaucoup de taches. Nous avons des vergetures. Nous avons l'effet contraire qui est recherché et l'effet contraire qui survient, tels que les pigmentations résiduelles, qu'on appelle les photodermatoses, ou bien les l'ochronose exogène, qu'on appelle ça en bambara mami. Le temps d'application de ces produits est déterminant sur les effets néfastes sur la peau. Les conséquences diffèrent en fonction du nombre d'années d'application et en fonction de la surface totale appliquée, sur laquelle on applique ces produits dépigmentants. Donc pour avoir une solution à cette dépigmentation, la première chose, il faut d'abord arrêter la dépigmentation. Il faut arrêter. Il faut privilégier les produits naturels qui ont une propriété naturelle hydratante, qui ne dépigmentent pas, qui hydratent intensément la peau avec des savons qui sont adaptés en fonction du type de peau. Malheureusement, malgré les sensibilisations et les dégâts causés par l'application des produits éclaircissants, nombreuses sont les femmes qui continuent à s'en donner encore à leur utilisation. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, la presse a joué un rôle crucial dans l'avènement de la démocratie au Mali. Mais dans le contexte actuel, elle est confrontée à tellement de problèmes que c'est elle-même qui cherche à se préserver. Pourtant, les professionnels restent convaincus que les médias sont essentiels à la démocratie. Dans le présent reportage, Lolo Madibaté souligne le rôle vital de la presse malienne dans le maintien des valeurs démocratiques. Presse malienne, gardienne de notre démocratie, mythe ou réalité, réponse dans ce reportage. Depuis son indépendance en 1960, le Mali a connu une succession de régimes et de coups d'État qui ont plus ou moins mis à l'épreuve la démocratie du pays. Malgré ces défis, les médias ont souvent été un vecteur de résistance et de plaidoyer pour la liberté d'expression. L'émergence des radios communautaires et des sites d'information en ligne a diversifié le paysage médiatique et encouragé un débat public soutenu. La presse se révèle ainsi être un pilier essentiel de la démocratie. La démocratie malienne, la presse entre 89 et 90 a beaucoup contribué à l'avènement de la démocratie. Le mouvement démocratique s'est beaucoup appuyé sur la presse pour que naisse la démocratie. Et à partir de 1991, le monopole de l'État sur la presse a totalement disparu avec la naissance de plusieurs journaux, la naissance de plusieurs radios. On se dit qu'en ce moment, la presse est une véritable fille de la démocratie sur laquelle elle se repose pour bien informer les citoyens. La presse permet de soutenir la démocratie. Et je peux dire, sans risque de me tromper, que toute démocratie repose sur une presse forte, professionnelle et responsable. C'est quand on parle de liberté d'expression, ça passe par la liberté de la presse. L'expression sur les radios, dans les journaux, les télés. Et tant qu'il n'y a pas ça déjà, moi je pense qu'on ne pourra pas parler de démocratie. Parce que la démocratie, c'est faire le choix, avoir le choix de faire ou de ne pas faire. Et ça, les autres ne peuvent le savoir qu'en s'exprimant. Donc on doit avoir cette liberté d'expression. La presse joue un rôle de chien de garde indispensable. Actuellement,
Le Mali traverse une période d'exception caractérisée par une dualité susceptible de conduire à l'établissement d'un système solide et cohérent, évitant les erreurs du passé. À ce jour, la démocratie malienne est confrontée à de multiples menaces. C'est d'abord une opinion publique qui doit être formée, instruite, responsable, consciente des défis, des enjeux nationaux et internationaux. Une autre menace qui peut planer sur cette démocratie, c'est le contexte de guerre dans lequel nous sommes. On ne peut pas dire clairement qu'il n'y a pas de démocratie. L'atmosphère n'est plus propice à cette liberté d'expression. Ça, c'est une réalité. Les gens s'autocensurent, les journalistes comme les politiques. Et d'ailleurs, il n'y a même plus de partis politiques, tout a été dissous. Et quelle démocratie où il n'y a pas de pluralisme de partis? Il faut se dire que la liberté d'expression prend un coup quand même, parce que la diversité d'opinion, la diversité d'expression n'est pas la chose la plus aisée et elle ne se manifeste pas de la manière la plus légale possible. Donc il y a des menaces sur cette liberté d'expression. Cependant, les médias maliens rencontrent plusieurs défis, notamment l'inadéquation des cadres juridiques, le manque de professionnalisme et la précarité. La censure, les menaces et la violence à l'encontre des journalistes sont des réalités alarmantes. La fermeture de certaines presses indépendantes et l'arrestation des journalistes soulignent un climat inquiétant pour la liberté d'expression. Dans certains cas, les journalistes se sentent tellement en insécurité qu'ils ne peuvent plus exercer leur métier librement. À longueur de journée, la violence n'est pas que physique. Même si nous avons enregistré des cas de violence physique, même ces derniers temps avec des manifestations qui ont été organisées où différents groupes rivaux se sont retrouvés sur un même endroit, comme la maison de la presse, les journalistes ont fait l'objet d'attaques physiques et verbales. Au même moment, dans certains endroits, le journaliste ne peut plus faire son travail parce qu'il ne se sentant pas en sécurité. La liberté de la presse, elle ne se porte pas suffisamment bien au Mali en ce moment. Des fois, nous assistons à des autocensures même de la presse, mais ces derniers temps, avec ce que nous avons vu, les quelques arrestations, les quelques radios fermées, avec les conditions d'exercice très difficiles des télé et des radios à l'intérieur du pays, on peut dire que la liberté de la presse ne se porte pas au mieux au Mali. En somme, la presse au Mali est un pilier fondamental de la démocratie. En informant, en éduquant et en dénonçant les abus, elle joue un rôle indispensable dans la construction d'une société juste et démocratique. L'avenir de la démocratie au Mali dépendra de la capacité de ces médias à résister à la pression et à continuer de servir au mieux l'intérêt public. Et voilà, un reportage signé Lolo Madibati. Par ailleurs, depuis ce jour, le mémorial Modibo Keïta vibre et continuera de vibrer jusqu'au 31 mai au rythme du Festi School, la deuxième édition, une initiative des élèves et étudiants du Mali. L'événement vise à promouvoir la culture dans l'espace éducatif à travers diverses activités. Le compte-rendu est signé Gabriel Keïta. Le thème retenu pour cette deuxième édition est la culture, socle d'une jeunesse porteuse d'avenir. Ainsi, les élèves et étudiants du Mali ont voulu valoriser la culture et faire d'elle un facteur de cohésion sociale et de vivre ensemble dans l'espace éducatif. Je pense qu'on ne peut pas avoir un développement sans la culture. On ne peut pas avancer sans la culture parce que c'est la culture qui nous explique vraiment les différents fondements de base de l'être humain même en tant que tel. Maintenant, quand on essaye de se baser sur la culture, ça va nous permettre d'insérer la cohésion sociale, la solidarité entre nous, élèves et étudiants du Mali, pour aller vraiment vers un avenir meilleur ensemble, surtout pour notre très cher patrie qui est le Mali. Pour cette deuxième édition, plusieurs activités sont au programme. Notre programme est subdivisé en deux grandes parties. Il y a la partie pédagogie et il y a la partie culture. Au niveau de la pédagogie, il y a le concours d'art oratoire, le concours de journalisme,
Ensuite, nous avons aussi des panels et des conférences à faire, Inch'Allah. Et côté culturel aussi, nous avons un concours au niveau du défilé culturel et les danses traditionnelles aussi. Le groupe Renouveau, partenaire de cet événement à travers Renouveau Event, par la voix de son administrateur général, a exprimé sa satisfaction quant à l'impact positif de cette initiative des élèves et étudiants du Mali. Nous avons estimé que lorsque la jeunesse s'organise, et surtout lorsque la jeunesse estudiantine s'organise, c'est pour bâtir, c'est pour apporter une pierre à l'édifice national. C'est pour apporter alors sa noble contribution à l'avenir de notre pays. Et nous, en tant que groupe de presse, en tant que citoyens, on ne s'est pas fait prier pour accompagner cet événement. Nous l'avons accompagné pour encourager d'abord cette jeunesse consciente. Nous l'avons également encouragé pour que notre pays compte sur sa jeunesse, mais il s'agit d'une jeunesse qui aussi est engagée pour l'avenir de notre pays. Profitant de cette occasion, la présidente de l'association des promotrices d'écoles privées du Mali a lancé un vivant appel à l'endroit des élèves et étudiants du Mali. Nous sommes vraiment ravis et fiers d'assister à cette cérémonie de Festi School, car la jeunesse estudiantine est à l'honneur. Bref, nos enfants sont à l'honneur. L'accompagnement est une obligation pour nous, les promotrices d'écoles privées du Mali. L'initiative des organisateurs est salutaire. Il y a lieu de les féliciter et de les encourager. Tout en se réjouissant du choix porté sur eux, le parrain et la marraine de l'événement ont tous salué l'initiative des jeunes élèves et étudiants du Mali. Nous, quand même, nous sommes particulièrement honorés et fiers du statut de parrain qu'on nous a confié. Alors nous avons fait tout ce qui nous a été donné de faire pour honorer ce statut-là. Et nous avons été d'autant plus galvanisés par ce parrainage-là que tous les efforts accomplis vont dans le sens de l'épanouissement de la jeunesse. Tout d'abord, je suis très heureuse d'être la marraine de cette deuxième édition, Festi School. Je remercie les organisateurs et aussi je souhaiterais les encourager à persévérer dans cette dynamique. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une atmosphère festive avec à la clef une visite de stand. Après des mois de compétition, les finalistes de Challenge Box Renouveau sont désormais connus. Ils se sont qualifiés après 4 intenses combats opposant les 2 catégories en compétition. C'était le vendredi dernier dans l'enceinte du groupe Renouveau. Le point avec Oumusako et Gabriel Keita. Les combats ont été âprement engagés entre les athlètes du Challenge Box Renouveau. Le premier a été particulièrement disputé avec des échanges de coups parfois spectaculaires. Malgré la tension palpable, un vainqueur s'est finalement dégagé. La joie de la victoire ne l'empêche pourtant pas de se projeter sur la finale. Bon, participer à la matinée à Djara Ntoro Kele. C'était un combat difficile, mais je suis très heureux d'avoir gagné. Je vais m'entraîner dur pour la finale. Je suis très content, je ne cherchais pas le chaos, mais c'est venu naturellement. Oui, là on va préparer dès maintenant la finale. Et on y va pour gagner aussi. Du côté du perdant, l'esprit de combativité prime. Il exprime sa volonté de revenir plus fort tout en remerciant le groupe Renouveau et ses partenaires pour cette expérience enrichissante. Je ne considère pas ma défaite comme une fin. Ça a été une opportunité pour moi d'apprendre et de s'améliorer. Cheikh Oumar Sogodogo, directeur technique de la Fédération malienne de boxe, a salué la performance globale des boxeurs tout en prodiguant des conseils aux finalistes. Vraiment, les combats, on a vu une grande amélioration parce que ce sont les meilleurs qui se sont retrouvés ici. Et après, ce sont les mêmes meilleurs qui vont se trouver en finale. Bon, donc vraiment, il y avait une amélioration du coup et des techniques. Bon, pour les combats, encore, je dis ceux qui ont gagné. Je suis préparé encore pour montrer un bel spectacle au public qui sera là.
Bon, donc ce serait bon. Bon, je crois qu'ils doivent faire encore de très bons entraînements, parfaire l'air technique, pour que le jour des finales, qu'on soit très content du niveau de la boxe malienne. Tout en félicitant les vainqueurs de la demi-finale, l'administration du groupe Renouveau a promis des améliorations pour la finale avec le même objectif de promouvoir le sport de combat au Mali et les jeunes talents. Nous sommes satisfaits des résultats que les athlètes ont produits cet après-midi. Donc c'est une bonne chose déjà. Il y a eu 4 matchs, il n'y a pas eu de blessés et tout s'est passé dans le fair play. C'est ce qu'on recherche à travers cette compétition. Nous sommes très satisfaits des résultats et nous sommes très satisfaits de la mobilisation, de la grande mobilisation qui a eu lieu pour ces matchs. Nous essayons d'améliorer toujours la chose parce qu'on le faisait la nuit, on l'a amené dans la soirée parce que ça permet au moins de faire une grande mobilisation et on va toujours continuer à améliorer la compétition. Cette demi-finale laisse sans voix les spectateurs et les participants, promettant une finale qui marquera l'histoire de la boxe malienne. Le vainqueur du Talent Box Renouveau emportera la somme d'1 million de francs CFA, une récompense qui motive encore davantage les athlètes. Et vous pourrez suivre tous les combats demain, vendredi, sur Renouveau Télé à partir de 21h. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Bonsoir.